Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Bonjour à tous et bienvenue sur la matinale de Speed Radio. Alors pour cette heure, c'est assez particulier parce que nous ne recevons qu'un seul spectacle, mais quel spectacle, puisqu'il s'agit de la nouvelle pièce de Jean-Philippe Daguerre qui est ici avec nous. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Donc cette nouvelle pièce s'appelle Du charbon dans les veines, qu'il a également mis en scène. Oui. Et nous avons quelques-uns des comédiens présents avec nous autour de la table. Raphaël Cambrai, bonjour. Bonjour. Juliette Béard, bonjour. Bonjour. Et Théo Dussoulier, bonjour. Bonjour. Alors, lequel d'entre vous, en dehors du patron bien sûr, veut pitcher un peu du charbon dans les veines? Moi. Non, je rigole. C'est pas toi le patron. Allez, qui lève le doigt? Alors, Juliette, Raphaël, Théo. Ou peut-être notre chère chroniqueuse, puisqu'on a Lisa qui est revenue. Elle est venue quelques jours à Avignon, elle est repartie, elle est revenue. Avignon lui manquait, puisque nous avons le spectacle ensemble. Donc, qui veut pitcher? Allez. Ou alors, si c'est moi qui pitch, ça va être un très mauvais pitch, puisque je pitch mal. Bon. Les trois fois pitch dans la même phrase, c'est quand même balèze. Allez, c'est Juliette. On va essayer. Alors, c'est une pièce qui se passe à Neux-les-Mines en 58. On arrive dans une petite, dans deux familles en fait. On rencontre deux amis de longue date, Sosten et Bartek. Super, ça commence bien ce pitch. Hein. Attention, qui sont amis de longue date. Il y a Simone, la femme de Sosten, Vlad et Pierre, deux amis, les deux fils respectifs. Voilà, vous voyez, c'était pas une bonne idée que ce soit moi. Deux fils respectifs de Bartek et de Sosten. Donc on rencontre ces deux familles qui sont très amies, qui sont donc des familles de mineurs et qui reçoivent la télé dans leur famille pour la première fois au moment de la Coupe du Monde de football. Et c'est un grand événement. Et s'inscrit aussi dans cette histoire l'arrivée d'une famille marocaine dans les mines avec Leïla, qui va rejoindre l'orchestre d'accordéon qui est dirigé par Sosten. Et cette arrivée va un peu bousculer la vie de ces deux amis, de Vlad et Pierre. Et voilà, va faire exploser quelque chose au milieu de tout ça, de cette sérénité. De cette sérénité qui est quand même, on le rappelle, dans un cadre de vie pas facile, évidemment. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Je trouve que c'est très bien. Oui, il était très bien ce Bélimen. Il est de bon matin, quoi. Oui, il n'est pas très réveillé, on va dire. Mais personne n'est réveillé à 10h du matin. Résumé du matin, journée pleine d'entrain. Oh, c'est mignon. Et on va citer également vos autres partenaires qui ne pouvaient pas être là avec nous malheureusement ce matin parce qu'ils jouent aussi. Ils boivent aussi beaucoup le soir. Ils ont du mal à se lever. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le patron. Ils jouent ce matin surtout, en même temps que nous. Jean-Jacques Vanier et Aladin Reibel. Oui, et également Julien Rattel, le petit coiffeur ce matin aussi. Ah oui, c'est vrai que Julien, il est aussi sur ton autre pièce. Oui. Quand tu viens à Avignon, tu viens pas qu'à moitié. Non, moi j'aime bien, je suis comme ça, c'est comme quand je fais à manger. C'est un panier garni permanent. Voilà, parce que voilà, il y a ta nouvelle pièce du charbon dans les veines, il y a le petit coiffeur, donc c'est le combien? Quatrième festival. Cyrano de Bergerac et La Fleur au fusil. Ah, ça c'est une nouveauté également que tu mets en scène. Mais je pas écrit, j'ai mis en scène seul en scène formidable de Lionel Cecilio qui a écrit un truc sur la révolution des œillets magnifique. Dont on m'a dit beaucoup de bien d'ailleurs de ce spectacle. J'en entends que des retours dithyrambiques. Alors on va commencer avec toi Jean-Philippe. Comment t'es venue l'idée de vouloir créer cette histoire de famille dans les mines du Nord dans les années 50? Plusieurs chemins qui se sont croisés. D'abord, j'ai vu sur Facebook un reportage de 20 minutes sur une famille en 1958 où il y avait un jeune homme de 18 ans qui en faisait 35, envoyé la vie de mineur dans une ville entièrement recouverte par le charbon. Ça m'avait vachement marqué. Et en plus, ce que je trouvais très beau, c'est qu'il creusait 6 jours sur 7 à 700 mètres et le soir, il s'occupait de pigeons voyageurs. C'était sa passion. Et je trouvais ça assez beau, la symbolique de ça, de personnes qui sont non-stop, ces espèces de fourmilières en sous-sol et qui tout d'un coup, quand ils ont un peu de temps, élèvent des animaux qui s'envolent vers le ciel. Donc je trouvais ça très beau. J'en avais parlé avec Raphaël à l'époque qui jouait dans Le Petit Coiffeur, en alternance avec Brigitte Faure, et puis je savais qu'elle était d'origine ch'ti, fille de mineur, petite fille de sa grand-mère tenait un estaminet, enfin un bistrot à l'époque là-bas, et je lui dis ça m'a marqué, ça serait super. J'ai tout de suite dit à Raph, ça m'a donné envie d'écrire dessus, et si j'écris là-dessus, je te prends dedans. Et tu vas m'aider un peu à me donner des anecdotes et tout ça. Donc il y a eu ça. Et puis j'ai un ami que j'ai perdu, un grand ami à moi qui était fils de mineur polonais, qui m'a énormément donné de documents, avec qui j'avais prévu d'écrire au tout départ le rôle que je joue, au tout début. Frédéric Abera, qui est vraiment issu de ça et qui m'a énormément... Son père tenait l'orchestre avec que des accordéons chez les mineurs.
Donc ça m'a énormément inspiré aussi. Et il est décédé il y a 1 an et je voulais lui rendre hommage aussi en même temps. Voilà. Donc c'est un peu ces 3 chemins qui se regroupent et tout d'un coup tu te dis, je sais pas, il y a un truc, tu réfléchis pas, tu écris. Un très très bel hommage, en tout cas, oui. Puisqu'on a vu cette pièce hier, c'est absolument... En fait, il y a pas un rôle qui est... Après, dans certaines pièces, c'est un peu le cas, mais dans tes pièces, jamais. Il n'y a aucun rôle qui est un peu mis à l'écart par rapport aux autres, y compris même le tien, puisque tu joues dans cette pièce-là. J'essaye. Oh. Le médecin. Voilà, un médecin qui est très sympathique, qui a l'air très froid au début, mais qu'on prend en sympathie très rapidement. Mais en fait, comme tous les personnages de cette pièce, que ce soit le personnage de par Raphaël, par Juliette, par Théo, par Julien, par Jean-Jacques et par Aladdin. En fait, on peut se reconnaître un petit peu, on peut reconnaître certains traits de beaucoup de gens qu'on a actuellement dans nos vies, dans chacun de tes personnages. C'est ça dans ton talent d'écriture que l'on retrouve souvent. C'est que même si ça se passe dans des époques antérieures, donc là on est en 58, le petit coiffeur c'était après-guerre, le monsieur Hoffman, la famille Ortiz et tout, à chaque fois on peut se retrouver facilement dans les personnages que tu écris. Mais d'ailleurs j'avais une question par rapport aux personnages justement parce qu'ils sont tous très caractérisés, presque comme dans un roman, c'est assez poussé sur la caractérisation je trouve. Ils ont tous effectivement des choses qui les rendent attachantes et qui les rendent particuliers et je me demandais si tu pouvais nous livrer un tips d'écriture quand tu construis tes personnages. Alors on sait que tu t'es inspiré du coup de personnages réels. Est-ce que tu as d'autres méthodes ou est-ce que c'est des choses qui te viennent naturellement pour caractériser ces personnages ? C'est vrai que moi j'ai aucune méthode quand j'écris extrêmement vite parce que je me laisse faire par mes personnages. Je crois que c'est Voltaire qui disait ça, ce n'est pas moi qui écris, ce sont mes personnages qui m'écrivent. Moi dès que j'ai trouvé des personnages, je me mets à les aimer comme je peux et à partir de là je les fais vivre dans mes scènes. Donc souvent ma 2e scène, ma 3e scène, elle est guidée par la première, etc. J'ai à peu près mon fil conducteur de l'histoire, mais il se dévie tout le temps par rapport à ce que j'imagine, donc j'ai pas du tout de plan de travail. J'essaye d'être à l'intérieur de chacun d'entre eux, de les défendre et de vivre avec eux. Voilà. Ok, super, merci. Mais on sent que les personnages sont très aimés et du coup c'est ça qui fait qu'on les aime aussi sans doute. Ah mais ils sont tous attachants. Ouais. Même dans les pires moments, tous les personnages, là on parle surtout du charbon dans les veines, mais dans tous les personnages que tu crées dans tes pièces sont tous attachants. Raphaël, oui. Vu que tu as été un petit peu l'une des sources d'inspiration. Merci, j'avais plus les mots, pardon. Mais c'est le matin, c'est pour ça, c'est le matin. L'une des sources d'inspiration de Jean-Philippe. Quel a été ton premier ressenti lorsque tu as découvert le texte que Jean-Philippe a écrit ? Mon premier ressenti, c'est qu'il était donc possible que Noël se passe l'été. C'est-à-dire que c'est comme un cadeau qu'on reçoit hors saison. Et alors, pour plein de raisons, parce que c'est vrai que Jean-Philippe, on se connaît depuis 33 ans. Voilà, très longtemps. Et c'est vrai que moi, ça fait 25 ans que je cherche un projet qui pourrait rendre hommage à ce milieu-là. Mais donc je lis beaucoup et j'ai pas eu l'occasion de trouver des textes qui nécessitaient, en tout cas, provoquaient un désir de théâtre. Et c'est vrai que quand on était dans les loges du petit coiffeur et qu'on s'est mis à délirer là-dessus, y a eu tout d'un coup une évidence. Après, ça lui appartient complètement l'écriture. Moi, je me suis dit, allez, un petit garde-fou de temps en temps pour être sûr qu'on soit au bon endroit, que ça soit pas dans une caricature, parce que c'est toujours compliqué quand on fait des fresques comme ça qui sont très typées, de pas basculer dans quelque chose qui pourrait être un peu archétypal. Donc, dans du Zola. Oui, voilà. Et là, mais c'est aussi la force, c'est ce que tu disais très justement, c'est que je trouve que je parle comme si t'étais pas là, Jean-Philippe. Mais moi j'adore quand il tu est parles pas là, mais il est plus là, Jean-Philippe. Quand on parle de lui, il écoute plus. C'est vrai que la force de son écriture, c'est l'identification, je trouve. Et pour nous, comédiens, je trouve que c'est incroyable de se dire, voilà, je vois très très bien les chaussons dans lesquels il va falloir que je mette les pieds, parce que tout d'un coup, c'est incarné. Et je crois que c'est aussi son prisme d'acteur qui fait que c'est toujours dans du concret, c'est toujours au service d'une situation théâtrale. Et ça, la situation théâtrale, c'est la base de tout. Et c'est ça qui fait qu'on embarque les gens, parce que l'identification peut se mettre en place. Et dans sa mise en scène, justement, je rebondis sur ça parce que tu es aussi metteuse en scène. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs de tes pièces en mise en scène que j'ai beaucoup aimé. Une qui joue ici, qui est L'odeur des azalées, que j'avais vue
à Paris, et celle qui m'a le plus marqué, c'est le Testament Médicis. Ah oui. Au Théâtre Le Pic. Ça se joue ce soir à Amboise, au Clos Lucé, tu te rends compte? Magnifique. Oh, putain, ça c'est génial. C'est Ouais. une pièce, voilà, c'est une des pièces. Je suis allé la voir en rentrant d'Avignon l'année dernière, donc comme si j'avais pas eu assez de théâtre pendant un mois. Je suis rentré d'Avignon, j'ai dit, faut que j'aille la voir cette pièce, et j'ai été scotché. Donc le texte de Stéphane Landowski était très bien, mais ta mise en scène, la mise en scène que tu avais fait dessus était absolument sublime. Et là, je vais poser une question à la metteuse en scène. Dans la mise en scène qu'on a fait justement, Jean-Philippe du Charbon dans les veines, est-ce que tu la trouves réaliste, mais même au-delà? Parce que c'est vrai que nous, en tant que spectateurs, on s'y retrouve très facilement. Mais toi, qui as un prisme intérieur comme extérieur, qu'en as-tu pensé lorsque tu as découvert le décor, par exemple? Alors, moi, je ne connaissais pas du tout Antoine, le décorateur. Et c'est vrai que je me suis dit, il y a un sacré pari à tenir, parce qu'on se balade dans des lieux complètement différents, et on a juste un plateau avec une ouverture, je ne sais pas, 8 mètres, 7 mètres. Bon, je me suis dit, il y a quand même, là, pour le coup, un défi à relever. Et c'est vrai que quand j'ai vu, parce qu'on est dans l'ordre de l'évocation, mais on est dans l'évocation sensible tout le temps, c'est-à-dire que le décor, il est au service, pareil, de son intention. Et donc, on n'est jamais dans la boursouflure, on n'est jamais dans l'inutilité, et tout fonctionne, tout est vraiment clair dans la lecture, et c'est suffisant tout le temps. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Enfin, je ne sais pas comment vous l'éprouvez, mais on se balade là-dedans, et on est tout de suite ancré. Donc ça, pour moi, c'est la base d'un décor réussi. C'est que ça soit au service des acteurs et du récit. Et là, pour le coup, c'est pas au service d'un ego. Et je crois qu'Antoine, d'ailleurs, quand on le voit dans la vie, c'est ça. C'est quelqu'un qui est extrêmement discret, en retrait, qui a un œil pointu sur le moindre détail, qui a cette exigence-là. Et s'il dit que ça doit être là, c'est parce qu'il y a du sens. Et à partir de là, je trouve que c'est gagné. Juliette et Théo, alors... Vous êtes les deux petits nouveaux, les deux petits jeunes, on va dire, de ce spectacle. On peut demander l'âge de tout le monde, si vous voulez, mais je pense qu'à mon avis, c'est vous. On peut s'en passer. C'est vous deux les petits, c'est vous deux. Oh, ça va, Lisa. C'est vous deux les deux petits jeunes, les deux petits nouveaux, on va dire, puisque Aladin, Jean-Jacques, Julien et même Raphaël, voilà, vous connaissez un petit peu, et vous avez déjà travaillé dans le passé avec Jean-Philippe. Vous, c'est votre première fois tous les deux, je crois, non? Ah non, je dis une bêtise. Pas du tout. Théo qui est là, j'ai même eu la joie de l'avoir comme élève. Ses premiers cours de théâtre, quand il est monté de 3. Premier prof à Paris. Il était Quand bien je suis comme arrivé prof. à Paris, il était merveilleux, la preuve. C'était pas trop dur, ça va? Non, pas du tout. Pas du tout. Et donc je l'ai eu comme prof. J'ai eu aussi Charlotte Masneff, la femme de Jean-Phi, et toute cette équipe était merveilleuse. Je pense la meilleure, enfin j'en ai pas fait beaucoup, mais la meilleure école de théâtre que j'ai faite, l'école au théâtre des variétés, qui était très liée à ce que Jean-Phi crée cet esprit de troupe que je retrouve aussi dans les Molières dans lesquels je suis aussi de Jean-Phi. Je suis dans Les Fourberies de Scapin, dans Le Malade imaginaire, dans Le Médecin malgré lui, mis en scène par Charlotte. Donc, je connais un petit peu. Ça fait presque 12 ans que tu travailles, 10 ans que tu travailles avec nous. Comment En fait, c'est le comédien qui joue depuis le plus longtemps de tous avec moi. Mais c'est la première fois que je fais une création avec Jean-Phi. J'avais presque raison, c'est vrai. Quand même. J'avais presque raison dans mon... Et Juliette, elle a joué beaucoup encore déjà aussi avec moi. Elle a joué dans La Chambre des Merveilles. Dans Don Juan. Dans Don Juan, on l'avait remplacé Vanessa Caillol en tournée. Elle a fait toute la tournée. Et le médecin de Charlotte aussi. Et puis c'est la troisième. Voilà. Et l'année prochaine, elle fera Fanny dans Marius, que je vais monter. Ici au Chat qui fume, un petit scoop. Donc, un petit scoop. Alors. C'est un grand fidèle. De Marcel Pagnol. À vrai dire, je suis la plus vieille copine, mais c'est moi qui ai le moins bossé avec lui. Elle a quand même eu des beaux rôles, je pense. T'as un peu oublié Raphaël, c'est dommage. C'est terrible ça quand même. Raphaël, on se connaît depuis 33 ans, mais pendant longtemps, s'est perdu un peu de vue. On se voyait de très loin. Le travail, malheureusement. Et puis elle travaille énormément aussi, elle est tout le temps prise aussi. Et il y a eu, il y a 6-7 ans, depuis 7 ans, on s'est retrouvés vraiment, et depuis on est redevenus amis vraiment. Ouais. Et depuis, voilà, et puis c'est quand même une grosse aventure sur le Petit Coiffeur. Ça fait quand même 4 ans qu'elle joue en alternance avec Brigitte Faure, ou 3 ans. Donc c'est quand même. Et puis là, sur ce spectacle-là, c'est quand même un gros chantier aussi. Donc on est impliqué depuis. Enfin, Raphaël, depuis 5 ans, elle est très présente artistiquement dans mes spectacles.
Là, j'ai une petite question pour les comédiens du coup qui jouent de l'accordéon. Est-ce que vous étiez accordéoniste avant ou est-ce que vous avez tout appris pour les rôles? Oula, alors vu comment il te regarde, à mon avis, c'est qu'il y a un truc. Il y a un loup. Je crois que c'est un mystère que nous laisserons planer jusqu'à la fin. En tout cas, on a beaucoup travaillé. Ils se sont donné les moyens de faire ce numéro, ce trio notamment, qui est extrêmement difficile. Et c'est parce que j'ai des comédiens qui travaillent de façon acharnée. Et ils ont travaillé bien avant qu'on démarre les répétitions. Mais ils sont musiciens aussi. Hein. Mais ils sont tous au départ, mais c'est pas vrai moi. que. Ouais. Si tu joues de la guitare sur Scapin. De la guitare et un peu de caronne, c'est vrai. Ouais, il est caronne. Voilà. Non, mais ils ont travaillé comme des fous. Voilà. Donc parfois le travail ça paye et tout d'un coup ça fait illusion. Ça marche très bien. Ah oui. Et puis c'est l'émotion aussi qui est Merci portée beaucoup. par le trio qui fait que ça fonctionne aussi, hein, bien sûr. L'interprétation. Mais toi, tu chantes aussi également. Oui, ouais, moi je suis aussi chanteuse. Mais c'est vrai que ces musiques qui ont été du coup composées par RVN, elles sont très belles et du coup c'est très facile de pas juste être là en tant que musicien qui interprète, mais de se laisser vraiment envahir par l'émotion que nous procurent les morceaux, quoi. Ah non, pardon, je pensais que la chose était une Il fallait que je question, réagisse. Non, mais je Pardon. pensais pardon. Non, mais vous avez du coup été encadré aussi peut-être par le compositeur, Oui. c'est ça pour Oui, Oui, tout à fait. Ouais. Qui RVN. lui-même joue de l'accordéon et qui nous a coachés pour ce spectacle. Et Hervé compose toutes mes musiques de toutes les pièces contemporaines que j'ai écrites. Toutes celles que j'ai écrites, c'est lui qui a composé les musiques. En tout cas, ça donne envie de faire de l'accordéon. Je Ah, pensais mais pas tellement, un jour tellement. avoir envie de Ah faire ouais, de l'accordéon. Mais c'est un instrument incroyable, l'accordéon. C'est vrai. Mais c'est un instrument tellement Ouais. complexe. Et c'est lourd. Complexe et puis c'est lourd. C'est lourd. Oui, c'est pas c'est très lourd. pratique à trimballer, ça c'est sûr. C'est vraiment. T'imagines quand à l'époque ils étaient en vélo avec ça sur le dos, c'était vraiment balèze. Et pour les autres comédiens, donc Julien, Aladin et Jean-Jacques, tu as pensé à eux immédiatement, pareil sur ces Julien, rôles-là oui, parce que Julien il jouait dans Le Petit Coiffeur en alternance avec Arnaud Dupont et Thierry Sauzet. Et du coup, Julien, qui avait également joué l'accordéon, c'est vrai que je voulais des musiciens quand même, parce que je savais qu'il y avait un gros travail à faire. Il avait déjà fait, lui, en conservatoire, déjà enfant. Voilà, donc, et comme je l'aime énormément comme comédien. En fait, j'ai pas fait d'audition, il n'y a que Théo qui a auditionné sur toute l'équipe. C'est le seul qui a auditionné parce que j'ai auditionné 13 comédiens pour ce rôle très spécifique. Parce que voilà, c'est comme ça. Les autres, j'ai tout de suite pensé à eux. Enfin, non, pas pour Juliette. Juliette, j'ai pas pensé à elle au départ parce qu'elle était sur d'autres spectacles avec moi. Et les premières dates prévues, elle ne pouvait pas. De toute façon, elle n'aurait même pas pu. J'avais auditionné sur son rôle d'autres jeunes filles, mais elle n'aurait pas pu jouer parce qu'elle était prise par d'autres spectacles. Donc le spectacle s'est reporté. Et c'est là que tout d'un coup, j'ai eu une autre comédienne qui le fait se reporter, n'a pas pu jouer, celle que j'avais choisie. Natacha Krief, que j'aime énormément aussi, qui va également jouer beaucoup de tournées parce que Juliette va jouer dans notre Les Misérables au Châtelet, la grosse comédie musicale Les Misérables au Châtelet à la rentrée. Donc du coup, donc Natacha elle est encore dans l'histoire, mais Natacha elle avait dû les dates de création qu'on a fait, elle était pas du tout disponible. Donc du coup, j'ai tout de suite appelé Juliette parce que c'est une super comédienne. Elle est des origines arabes aussi. J'avais envie quand même cette origine-là, parce que c'est important. Et puis elle chante très très bien. Et elle joue de la musique aussi. Donc je savais à qui j'avais affaire, à une warrior. Et je suis très heureux que ce soit elle qui ait créé le spectacle. C'est vrai que tu es dans beaucoup de spectacles musicaux, puisque là, donc oui, j'ai découvert il y a quelques jours que tu allais faire partie des Misérables. Tu as fait partie aussi du spectacle Holidays qui était à l'Alhambra. Donc oui, en fait, tu réunis énormément de gros talents, oui, parce qu'ils sont tous énormément talentueux dans ton spectacle. On va marquer une courte pause musicale et on va revenir tout de suite sur du charbon dans les veines. Je rappelle qu'il y a toujours un iPhone 15 à gagner en répondant à cette question sur Speed. La question Speed Radio. Après les 9 ou 12 coups, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 6 15. Non, c'est pas 22. Et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Et nous sommes de retour sur Speed Radio, sur la matinale de Speed Radio, toujours avec nos invités de la pièce du charbon dans les veines. Ah, on me dit que c'est le matin, il faut réveiller tout le monde. Bah, je vais vous réveiller, il n'y a pas de problème là-dessus.
Toujours. Avignon. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui vient juste d'arriver dans l'émission, qui nous rejoint parce que je voulais qu'il soit là ce matin avec nous. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé à la radio et avec qui on a une grande affinité et une grande tendresse pour Jean-Philippe Daguerre. C'est Christophe Bory. Bonjour Christophe. Bonjour à tous, bonjour Nabil. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin, entouré de Jean-Philippe, de Raphaël, de Juliette, de Théo et de notre chère Lisa également. Alors, de quoi parlions-nous avant la pub ? Si, je me rappelle, l'iPhone 15 a gagné. Hein, c'est important ça quand même. Alors, pour jouer à ce concours Speed Radio, il faut répondre à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper ? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. D'ici là, allez-y à fond, surtout si votre portable est cassé. Alors, on va maintenant revenir un petit peu sur le texte du charbon dans les veines, puisqu'on en a un peu parlé des références et des modèles que Jean-Philippe, tu avais eu en tête pour écrire ce spectacle. Christophe, vu que tu viens tout juste d'arriver, tu voulais dire quelques mots à propos de ce que tu as ressenti sur le texte de Jean-Philippe. Jean-Philippe Daguerre, moi je rêve d'être votre ami. C'est pas déjà le cas ? Et si tu es mon ami, Christophe ? Parce que c'est une pièce sur l'amitié. L'amitié des deux pères, enfin des deux vieux. Il y a l'amitié des deux garçons, il y a l'amitié entre le couple. Il y a cette formidable page que nous dit Simone. Aussi logique que l'amour que tu as pour lui, c'est un amour qui se construit, c'est un amour entre amis. Et un amour entre amis, ça se construit chaque jour. Comme celui qu'il y a entre Bartek et ton père, comme celui qu'il y a entre ton père et moi aussi, parce que même dans un couple qui a eu le béguin l'un pour l'autre au début, parce que c'est comme ça, parce que ça ne s'explique pas, eh bien, même dans ce couple-là, on a besoin de construire un amour d'amis. C'est cet amour d'amis, avant tout, qui permet de traverser les épreuves de la vie, et c'est celui qui reste quand il est bien construit. Eh bien, cet amour d'amis, cette amitié qui se construit, on va le retrouver dans chacun des personnages, comme un Rubik's Cube, Jean-Philippe Daguerre, que vous avez construit, que vous avez tourné, pour justement, et je pense que c'est le vrai sujet de la pièce. Exactement. C'est l'amitié. Voilà. C'est vrai que si je dois dire un mot, c'est amitié. Mais on a tous envie d'être votre ami, parce que c'est tellement joli, tellement bien construit, et dans la longueur du temps, c'est formidable. Merci. Sans perspective de futur, puisque c'est la mort qui est au bout, mais tout dans l'intensité du présent, à travers l'accordéon, le foot, deux passions d'amitié. Oui, et puis les pigeons voyageurs aussi. Et les pigeons voyageurs, absolument. Oui, c'était un hommage à... Enfin, moi, j'aime bien écrire sur les gens simples. C'est ce que j'avais fait sur Adieu Monsieur Hoffman, notamment, et sur dans toutes mes pièces, fondamentalement, surtout sur les pièces historiques. Et c'est vrai que je trouve qu'à travers ces gens simples, qui ont des vies souvent difficiles, avec beaucoup d'humilité, je trouve qu'on trouve des passages humains qui nous permettent d'envisager le monde dans toute sa largeur, à toute époque. C'est pour ça que je pense aussi les grands auteurs, en tout cas moi quand je monte du Molière, Victor Hugo, tout ça, c'est comme c'est toujours à travers ces gens-là que je ressens qu'il y a le plus d'humanité, quoi. Donc moi je suis fasciné par les gens du peuple populaire, dans des endroits difficiles. Je suis issu de la campagne, j'avais jamais vu Paris avant d'avoir 19 ans. Je suis évidemment pas du tout fils de mineur, mais bon, du côté de ma mère, c'était des agriculteurs, des paysans, on disait même pas le mot agriculteur. Et j'ai été élevé au milieu de gens simples, avec des métiers très durs, avec un labeur, mais avec une connexion, et surtout un respect des autres qui fait la base de mon éducation, quel que soit le milieu social d'où l'on vient. Vivement votre prochaine pièce sur la criée. Pourquoi pas. Alors, je reviens encore sur l'amitié. La personne d'autorité, la seule personne d'autorité, c'est le médecin que vous incarnez et qui très vite va devenir l'ami, et il s'appelle Aimé. Et ben voilà. Je voulais rendre un hommage à Aimé Jacquet. Non, c'est pas vrai. Là, ça m'a un petit peu déçu la réponse. Autant depuis tout à l'heure, les réponses. Non, mais non, mais c'est vrai que j'ai quand même un personnage central au départ qui est joué par Jean-Jacques Vanier, qui s'appelle Sostène, qui est un prénom extrêmement rare. C'est un petit garçon. Quand on a joué aux Herbiers, le voyage de Molière, et le régisseur son
appeler son fils s'appelle Sostène. J'ai dit, tu t'appelles Sostène? Et il me dit oui, et le gamin me dit, ça veut dire en grec, celui dont la force est préservée. Et je trouvais tellement beau, tout de suite j'ai dit, je vais appeler mon personnage Sostène, pour rendre hommage à ce petit garçon. Et à partir du moment où il y a celui dont la force est préservée, j'ai essayé de trouver ça m'a arrangé dans mon histoire, parce que je raconte quand même une histoire sur l'intégration des Marocains aussi, dans les débuts, parce que l'immigration marocaine, elle a vraiment eu lieu dans les mines de façon impressionnante. Donc du coup, ça raconte aussi dans l'histoire cette petite Leïla qui veut s'intégrer au groupe d'accordéon. Et dans Aimer, dans l'étymologie, c'était, comme le dit le personnage, c'est d'origine arabe et latine. Donc c'était parfait c'était parfait d'avoir un nom qui soit comme ça. Et puis aimer, ça veut tout dire. C'est destiné à l'amour. Donc j'aimais bien, c'est Sostène et Aimer, ce couple-là. Voilà. Et à l'amitié. Bravo en tout cas, c'est très réussi. Et pardon, je me permets de rebondir sur le passage que tu as lu, parce qu'il y a beaucoup de passages très écrits. En fait, le texte est aussi au centre de la pièce. Certes, il y a plein d'actions, il y a plein de relations, mais il y a aussi des beaux moments, un peu comme on dit en anglais, des purple passages pour les personnages, où ils sont vraiment un petit peu philosophes de leur existence, de leur vie. Et je trouve que c'est beau d'avoir ce mélange entre la place laissée à l'action et aussi des moments où le texte, où la philosophie respire, avec ce personnage de Sostène qui est un peu philosophe sur sa propre condition. Donc ça, c'est quelque chose qui est très touchant et qui marche très bien, avec un bel équilibre à ce niveau-là, je trouve. Moi, j'aime bien la théâtralité et l'assumer complètement, même si mes comédiens ne parlent pas comme dans la vie. Bien sûr. Le théâtre, pour moi, c'est pas la vie. C'est ça. C'est le documentaire, le cinéma, c'est une retranscription de la vie, les téléfilms, tout ça. Mais le théâtre, pour moi, c'est pas le cas. Donc, j'assume complètement de faire dire à des gens extrêmement simples un langage écrit, entre guillemets. Et ça fonctionne très bien. Et Sostène de dire, si on trouve souvent les mots justes, c'est parce qu'on a le temps de les chercher pendant qu'on creuse. Eh oui. Eh oui, mais vous avez le temps, vous aussi, pour trouver les mots justes. Je pensais que tu allais dire pour creuser. Ou pour creuser le sujet. Oui, voilà. Alors, moi, il y a un autre personnage que je trouve aussi très intéressant dans le côté imposant, puisque je trouve que même si elle est un peu à l'écart, elle en impose beaucoup, c'est le personnage de Simone. Elle est un petit peu... elle regarde tout ce petit monde et elle intervient vraiment que de temps en temps, mais de manière très, très forte, très percutante. Oui, oui, c'est vrai que c'est un peu c'est la gardienne du temple un peu. Donc elle est là. C'est vrai que c'est un monde d'hommes, mais qui était extrêmement régi par les femmes. Et ça, ce qui est bien aussi, c'est que là, on le voit en creux. C'est-à-dire qu'elle gérait tout. Elle gérait l'argent, elle gérait les bistrots qui étaient effectivement le point de vie, le point d'aération et de jeu. Enfin, il y avait une grande force sociale de ce lieu-là, et c'était elle les patronnes en vérité. Sauf que c'est pareil, on est à une époque où ça se disait pas. Et voilà, ça. Donc évidemment, Simone, elle est le reflet de ça. C'est-à-dire qu'elle est toujours là, elle veille au grain, et puis elle décrypte beaucoup. Et puis quand ça dérape, elle est là pour mettre les gens sur le droit chemin. Et alors c'est ambivalent même dans le décor. C'est-à-dire que on ne sait pas si on est dans la cuisine d'une famille où on installe un poste de télévision, ou si on est dans un bistrot. Et petit à petit, on quitte la cuisine familiale pour être dans le bistrot. Absolument. Et Simone est à la fois l'épouse, la camarade, l'amie, la mère, mais aussi celle qui régit à la fois sur l'alcool à verser et sur la paye à retrouver. Exactement, exactement. Et elle sait compter. Ah oui. De toute façon, quand elle dit « je vais faire la caisse », c'est le moment où on rigole pas. Ah bah oui, parce qu'un sou, c'est un sou. Et vraiment, et pour le coup, ça a toute sa valeur là-bas, parce qu'effectivement, vu l'âpreté de leur vie, tout se comptait. Mais ça se passait comme ça. Moi, mes grands-parents, effectivement, dans les corons, là-haut, le bistrot, c'était souvent chez les gens. Donc, et c'est aussi... On dit souvent, les gens du Nord, un peu comme Image d'Épinal, la solidarité, le partage, ce qui est vrai, mais c'est surtout la convivialité. C'est le fait d'ouvrir les portes, et il y a toujours un coin de table possible, parce qu'on est toujours en train de gérer l'urgence et le problème potentiel de l'accident. Donc il faut qu'on puisse être dans un endroit qui soit accueillant, qui soit chaleureux, où on puisse réagir vite. Et le bistrot, c'est ça. Évidemment, il y a la bistoule en plus, le petit coup d'alcool dans le café qui donne un petit peu d'énergie pour aller affronter la réalité. Parce qu'il faut descendre. Et là,
On n'a pas, mais il fallait faire des choix, mais on n'a pas de scène dans l'ascenseur. Alors ça, oui, c'est vrai. Oui, il y a 2 choses que je vais leur faire découvrir quand on ira à Leeuwarden, au centre historique minier de Leeuwarden. Ouais. C'est l'ascenseur et c'est la salle des pendus, qui sont deux choses extrêmement importantes. C'est vrai que l'ascenseur, il est écrit dans la pièce. Hein. Après, c'est des problèmes économiques, techniques. J'ai suggéré quand même par un seul objet la salle des pendus, avec c'est un truc extraordinaire. Quand on voit une vraie salle de pendus, c'est extraordinaire, mais c'est suggéré par un élément. Ça, je lui rends hommage. Mais l'ascenseur, je n'ai pas... il a fallu faire des choix. Mais c'est vrai que l'ascenseur, c'est quelque chose de fascinant quand on voit les images et tout ça, qui descend jusqu'à 800 mètres. Et d'autres, il paraît, ils allaient à 1600 mètres. Ils en prenaient un deuxième. Ils allaient creuser à 1600 mètres sous terre. Pour les auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez nous expliquer et décrire la salle des pendus ? Alors la salle des pendus, oui, c'est l'endroit où les mineurs viennent se déshabiller, se mettent complètement à poil et puis ils prennent leur tenue de travail. Et évidemment, leur vrai habit, entre guillemets, vont être accrochés comme à des crocs de boucher, qui vont être relevés complètement au plafond. Donc on a leur silhouette vide, mais qui est juste représentée par leur habit. Donc on a effectivement l'impression d'avoir des pendus désincarnés qui sont comme ça par centaines accrochés au plafond. C'est assez saisissant, hein. C'est très poétique. C'est extrêmement saisissant, et c'est vrai que ça m'a aussi donné envie d'écrire là-dessus. Je trouvais ça tellement fort. Ces fantômes, ces corps suspendus partout qu'on descend et après on remplace par la tenue du mineur. C'est vrai que moi j'ai fait le petit hommage avec le panier qui descend et qui est suspendu, qui revient, mais j'ai pas pu avoir illustré tout ça. Il faut des moyens colossaux que je n'ai pas dans le théâtre privé. On va marquer la dernière pause musicale et surtout, n'oubliez pas le fameux jeu concours Speed Radio. Si vous souhaitez gagner un iPhone 15, donc même autour de la table, allez-y, n'hésitez pas. Pour jouer, il faut répondre à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper ? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Nous sommes de retour sur la dernière partie de la première heure de la matinale de Speed Radio. Il y a beaucoup de dans cette phrase, il y en a trop. Et avant de retourner dans le vif du sujet, et on va un peu mettre l'accent sur Juliette et sur Théo, on rappelle le fameux jeu concours Speed Radio. Vous voulez gagner un iPhone 15 ? Profitez-en. Répondez à cette question après les 9 ou 12 coups du brigadier. Combien reste-t-il de coups à frapper ? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Vous avez jusqu'au 21 juillet à 20h pour pouvoir jouer à notre jeu concours. Donc nous sommes toujours là avec une partie de l'équipe du Charbon dans les veines. Jean-Philippe, Raphaël, Juliette, Théo et Christophe nous a rejoint tout à l'heure. Et Lisa est toujours là avec son sourire et son côté solaire. Juliette, à mon tour de te poser des questions. S'il y en a d'autres, allez-y. Non, Christophe, je ne fais pas du violon, je le pense. Juliette, voilà. Quand je ne te vois pas. Non, c'est ça qui est important, voilà. C'est Juliette. Juliette, comment as-tu, j'allais dire appréhendé, mais travaillé le rôle de Leïla ? Alors, je dirais que c'était important pour moi d'essayer de trouver... de me remettre dans le contexte de quelqu'un qui doit sentir des regards sur elle qui sont toujours un peu malveillants. Ce côté-là d'être une jeune fille arabe qui arrive dans les mines, d'être la seule famille, d'essayer de ressentir ça, quoi, d'être toujours en vigilance en fait de comment
comment elle va être reçue chez les gens. Il y a ça, il y avait aussi le fait que ce soit quelqu'un à qui soit arrivé un drame, à qui on ait pris quelque chose. Je vais essayer de pas trop dévoiler la pièce, mais à qui on a ôté quelque chose et elle porte ça en elle, quoi. Elle porte un deuil en elle. Et puis en même temps d'avoir l'accordéon qui, pour moi, c'est un peu quelque chose qui la sauve, quoi. Qui soit la lumière dans cette vie pas évidente, et puis ce refuge qu'elle trouve chez Sostène et Simone, cet endroit où d'un coup on l'accueille sans visiblement trop la juger, et où elle peut partager des moments avec eux et puis retrouver une espèce d'écoute. Il y a une jolie scène entre Simone et elle où d'un coup, ce que je pense qu'elle n'a plus chez elle, en tout cas, elle le retrouve là, chez cette femme qui d'un coup lui fait le cadeau de l'écouter, de lui poser des questions et de l'entendre. Et puis après, évidemment, cette histoire qu'il y a où elle se retrouve entre ces deux garçons, cette forme d'amitié qu'elle lie avec les deux et en même temps d'amour qui est un peu contrariée, mais il y a plein de choses qui sont à jouer dans ce personnage-là, mais c'est vrai que j'avais envie de travailler à la fois sur la lumière qu'apporte l'accordéon et en même temps le deuil qu'elle porte en elle. Et toi, Théo, justement, ton personnage et l'arrivée de cette jeune fille dans ce monde très masculin, comment l'as-tu ressenti ? Moi, alors, par où commencer ? Mon rôle, je l'ai travaillé. Déjà, je viens de la campagne aussi, comme Jean-Phi, comme Raphaël, et mes grands-parents sont vignerons, donc j'ai trouvé dans ce personnage, en le lisant la première fois, je me souviens qu'on était en tournée sur le Malade imaginaire, Jean-Phi m'a dit dans la voiture, je voudrais que tu lises cette pièce. Quand j'ai lu la pièce, Pierre, je me suis dit ok, c'est le personnage le plus proche de moi et j'adore ce personnage, et ça m'a rappelé beaucoup de gens que je connais quand je fais les vendanges chez mes grands-parents depuis que je suis tout petit, ces gens rustres qui sont pudiques mais qui ont une sensibilité dingue mais qui veulent jamais la montrer, ou qui font un peu du gringue pour passer à côté, etc. Donc je me suis beaucoup servi de ça. J'ai aussi aimé découvrir mes partenaires et jouer avec eux et rencontrer aussi ce qui se passe dans le rapport de l'amitié que je peux avoir avec Vlad, donc Julien, dans le rapport d'amour que je peux avoir avec mes parents, pareil avec Aladin qui joue Bartek, ce père de substitution aussi qui est là tout le temps, avec qui puis cette rencontre avec Juliette, enfin j'aime bien me remémorer des souvenirs, des moments de vie que j'ai pu avoir, des rencontres troublantes que j'ai pu avoir qui m'ont... Pour les rôles que tu interprètes. Exactement. Voilà comment ça s'est passé, et puis après le travail, le travail. Exactement. C'est un très beau cadeau, puisque je pense que mes chers collaborateurs, chroniqueurs vont être d'accord avec moi. C'est vrai que c'est un très très beau spectacle qu'on a découvert hier. Le public était debout. Du Chien qui fume, avec un public debout pour applaudir cette performance. Et en plus, nous avons appris une excellente nouvelle hier. Enfin, il y a deux nouvelles à vous annoncer. Tout d'abord, vous pouvez vous procurer le texte de la pièce Du charbon dans les veines à la sortie du spectacle. Et Jean-Philippe se fait un plaisir de dédicace à toutes les personnes qui le souhaitent. Et l'autre nouvelle, c'est que si vous n'êtes pas à Avignon, ce qui n'est pas normal, surtout à cette période de l'année, vous allez pouvoir venir découvrir dans quelques mois la pièce à Paris, parce que je te laisse terminer dessus. Au Théâtre Saint-Georges à partir du mois de janvier prochain. Donc on est hyper heureux de jouer dans ce magnifique théâtre Saint-Georges que je connais bien, parce qu'on y joue aussi le Malade imaginaire en matinée depuis presque 6 ans. Il y a beaucoup de spectacles du aussi. Babouchka là-bas. Beaucoup, ça fait mais j'avais même monté Alice au Pays des Merveilles là-bas, ça fait plus de 12 ans que je suis dans ce théâtre, mais en matinée. Oui. C'est la première fois que je jouerai en soirée là-bas. Oui, je fais des matinées classiques. Et c'est très beau le soir, le quartier Saint-Georges. Tu vas voir. Moi j'adore, je connais très bien ce quartier. Moi, je bien sûr. Alors j'ai une question encore sur le texte et sur les personnages. Le personnage de Sostène, il est très généreux. Est-il généreux parce qu'il se sait condamné ? Non, je pense qu'il est généreux de toute façon. Mais c'est vrai qu'il a conscience que... De toute façon, je pense que ces gens-là ont conscience de la valeur de la vie, puisque ce sont des vies beaucoup plus courtes que les autres. Donc, il y a un côté chant du cygne.
Oui, c'est exactement ça, c'est le chant du cygne. Alors c'est vrai que ça amène quelque chose de philosophe, je pense existentiel, qui est dans la dernière ligne droite. Ça exaspère toutes ces émotions, tout ça, mais je pense qu'un type qui crée un orchestre d'accordéon avec autant de passion, tout en étant mineur de fond, c'est quelqu'un qui a des choses à raconter, à donner, à partager. Je rends beaucoup hommage aussi à l'art en général. Dans toutes mes pièces, il y a toujours un endroit où je montre quand même que la culture, là c'est la musique, sur Hoffmann c'était Shakespeare, je mets un hommage au théâtre, à la peinture aussi. Là c'est plus sur la musique, sur l'accordéon, mais le symbole aussi d'un endroit comme ça, de poésie, de musique, la musique qui change le monde, quoi, et qui permet d'adoucir les mœurs. Et alors surtout, sincèrement, ça va être très compliqué parce que c'est très complet, mais tentez à tout jamais d'aller voir Du Charbon dans les Veines ici à Paris, au théâtre du Chien qui fume à 14h50. Merci beaucoup Jean-Philippe, merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Nadia, Juliette, merci à Théo, tous. Merci Nadia. Lisa, tu restes avec merci moi, Christophe. merci Christophe d'être venu. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec de nouveaux invités. À tout de suite.